Bienvenue dans ce nouvel épisode qui traite de la déconnexion, donc le détachement à l'hyperconnexion dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. À travers cet épisode, je me suis permis de mener une petite enquête, un petit micro-trottoir pour avoir les avis des utilisateurs, donc des citoyens français, pour savoir plus ou moins ce que vivent les utilisateurs à travers le monde en général, parce que ça nous donne vraiment un aperçu de ce que tout le monde ressent. De toute façon, aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous ressentons plus ou moins les mêmes émotions, de frustration peut-être, d'excitation à l'idée d'utiliser nos réseaux sociaux, et ce, quelle que soit la durée. Donc, c'est vraiment ce qui m'a amené aujourd'hui à vraiment aller sur le terrain et essayer d'avoir ces informations, ces données-là, que j'estime en tout cas être très pertinentes et d'ailleurs qui vont vous aider aussi dans ce processus de déconnexion dans lequel en fait chacun de nous doit s'engager parce que l'heure est grave. L'heure est grave, quelque chose doit être fait. Alors, du coup, quand on parle de déconnexion, il faut vraiment revenir sur quelque chose de très important, la notion de la connexion. Le dictionnaire nous dit que la connexion, c'est l'action de lier par des rapports étroits ou encore le fait d'être lié, donc de tisser une liaison avec une entité, une personne ou quelque chose. Et on sait que de nos jours, la vie est particulièrement caractérisée par la connexion. Et il y a certaines personnes qui se retrouvent à être hyper connectées. Et ce, naturellement, dû à certaines raisons. Il y a certaines raisons qui l'expliquent. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est amené à effectuer des démarches en ligne sur le web. Donc du coup, ça nous contraint en fait à finalement être connectés. Il y a également des raisons telles que la consultation, la recherche par exemple. On peut effectuer des recherches en ligne pour des raisons scolaires, universitaires ou scientifiques à proprement parler. Et il y a également le côté donc ludique qui nous amène à particulièrement aller sur les réseaux sociaux pour tisser un lien social virtuel, d'accord? Et ça c'est très important de le mentionner, avec des personnes connectées. Donc du coup, il y a vraiment autant de raisons qui peuvent expliquer pourquoi une personne peut être connectée, être très connectée, voire hyper connectée, d'accord? Donc du coup, ces différents degrés de connexion témoignent un peu aussi de la capacité d'attractivité que ces plateformes en ligne ont, particulièrement les réseaux sociaux. Vous savez, on a beaucoup traité le sujet des réseaux sociaux et aujourd'hui, effectivement, on va voir des éléments assez parlants qui démontrent à suffisance l'influence et surtout la manipulation algorithmique qui se trouve derrière les applications que nous appelons les réseaux sociaux. Du coup, je suis allé sur le terrain à la rencontre de différents utilisateurs que j'ai classés dans deux grandes catégories. La première catégorie concerne les plus jeunes, on va dire les jeunes en général, dont l'âge varie entre, on va disons, 10 et 35 ans, donc des ados et des adultes. Parce que l'hyperconnexion touche aussi bien les adolescents, les jeunes adultes que les adultes. Et l'autre catégorie concerne les personnes dont l'âge varie entre 40 et 60 ans, donc les plus âgés. Ces personnes ont répondu à mon questionnaire qui est essentiellement constitué de 3 questions. La première était la suivante. Si vous devez passer 24 heures sans connexion, c'est-à-dire loin des réseaux sociaux, comment vivrez-vous cette situation? La deuxième, c'était qu'est-ce que vous pensez de cet état émotionnel? Donc, qu'est-ce que vous pensez de votre réaction émotionnelle suite à votre déconnexion? Et la dernière question, quelles peuvent être selon vous les solutions au problème de l'hyperconnexion? Alors, dans un premier temps, nous allons écouter les réactions de la catégorie des jeunes sur la première question, puis celle des plus âgés. Désagréable parce que
Je peux pas vivre sans Internet. Bah, je vais m'ennuyer. J'aurai rien à faire de la journée. Moi, je vais pleurer. Enfin, je vais pas pleurer, mais je vais passer une mauvaise journée, quoi. Pour le coup, je suis hyper connectée, donc je vais avoir un peu de mal. Mais après, il faut me mettre dans une situation où je suis en vacances, j'ai pas de réseau, voilà. Mais sinon, ouais, je vais avoir du mal pour le coup. Non, on est très accro à nos réseaux, à nos téléphones, télé, ordinateur, enfin voilà. Moi, j'ai aucun souci en fait à me déconnecter parce que c'est ce que je fais maintenant. Je vais lire. Moi, je peux vivre. Ben, y a des jeux, des jeux de société, il y a des dessins. Moi, ça me dérange pas. Ça dérange Je vais regarder la télé. Donc, vivre sans déconnexion, c'est pas possible pour vous. Non. Non, mon français n'est pas bien. Speak English. Yeah, we speak So if you English. have to spend 24 hours without being connected to social networks, how will you feel that? I'll be so distant. Je serais très embarrassé. It's very difficult. C'est très It's difficile. Ne pas être connecté aux réseaux sociaux est plus ou moins similaire à passer un jour loin de son enfant. C'est assez inquiétant. You don't know the whereabouts. And how about you, sir? It's not easy. Ce n'est pas du tout facile. Être assis pendant 24 heures sans connexion, pour certaines d'entre nous, nous avons la famille au pays. Et nous devons communiquer chaque jour. So if you sit down, you don't have internet for 24 hours. It's not easy. Maintenant, intéressons-nous à l'autre groupe. Émotionnel, oui, ça va être un peu dur au début, mais je pense avec le temps, on fait autre chose, on fait d'autres activités. Moi, j'arrive à vivre sans, j'utilise que Facebook et j'arrive à m'en passer des jours. Je vis probablement sans réseaux sociaux. Ça m'arrive de passer 48 heures sans réseaux sociaux, ça se passe très bien. C'est difficile. Moi, j'ai plus de 50 ans, donc... Je suis très connectée, mais je m'en Qu'allez-vous fiche. ressentir? Ça m'est égal. Je peux m'en passer. J'ai encore ma liberté. On est tous d'accord que la déconnexion reste un défi et un match qui n'est pas gagné d'avance parce que tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est difficile. Tout le monde s'accorde à reconnaître que passer une journée sans être informé d'une situation en lien avec notre activité professionnelle, en lien avec notre famille, en lien avec tout ce qui peut nous permettre de nous amuser, c'est loin d'être agréable à vivre. Donc du coup, il y a lieu quand même de se poser la question de savoir pourquoi se fait-il qu'on ressente tous la même émotion lorsqu'il s'agit de se déconnecter alors que nous ne sommes pas forcément nés avec la connexion Internet. Une fois de plus, loin de moi la pensée de dire que nous ne devons plus utiliser Internet, nous ne devons plus utiliser les réseaux sociaux. Non, loin de moi cette pensée, mais c'est juste une réflexion. Comment se fait-il que Internet soit tellement ancré dans notre vie à tel point que lorsqu'on se déconnecte, on ressente tout de suite un manque, un vide, comme si en fait on n'existait plus en fait, alors qu'on existe physiquement dans la vie réelle. Comment se fait-il que la déconnexion avec le monde virtuel, l'espace virtuel, le numérique, cause un sentiment de mal-être similaire à celui finalement de la perte d'une personne qui nous est chère? Ça donne quand même à réfléchir. Mais bon, dans tous les cas, ce serait bien quand même de s'intéresser à leur point de vue, ce qu'ils pensent de ce ressenti-là. Ça, c'est juste un peu ce que je pense de la situation, mais ce serait bien quand même de leur demander ce qu'eux, ils pensent de ce sentiment-là, de se déconnecter pendant 24 heures de tout. Bah non, il faut se déconnecter un peu. Mais surtout pendant les vacances. Faut trouver des trucs à faire, du sport, la cuisine. Et pour le coup, non, c'est vraiment pas bien. Faut vraiment arriver à se déconnecter le plus possible. Je ne sais pas. Si je le saurais, je le ferais, mais pour le coup, je sais pas.
c'est automatique, on regarde l'heure, une notification on regarde, enfin voilà, pour le coup c'est vraiment automatique et c'est vrai que c'est devenu beaucoup trop ancré en fait dans la société et c'est vraiment pour le coup, enfin à mon niveau en tout cas je trouve pas ça très très bien, c'est très nocif mais je le fais, je suis consciente hein. Je j'allume pas le portable. Ça, le premier réflexe c'est de pas allumer et après ça gère tout seul, hein. Si on regarde pas les infos, on est moins ancré à être addict à regarder l'actualité des autres influenceurs qui mettent. Si on regarde pas, on se passe. Ça passe. No, it's not normal. Ce n'est pas normal. It's not normal. It's not normal. Mais cela it's fait part partie of de la our vie. lives now, so On n'y we peut just rien. have to accept. Before there was not something attached Autrefois, to il n'y avait internet, pas de connexion but now, Internet. this our generation, Mais de without nos jours, internet, it's on ne like peut rien some faire things sans are connexion. absent in your life. Even Même about lorsqu'il education, s'agit you need the d'éducation, internet on a now. besoin de connexion. As for me, I believe Je pense que less nous devons nous concentration focaliser on, sur les choses less les plus important importantes sur les issues réseaux on sociaux. internet and, Et use it l'éducation for fait more about partie des education. choses les plus importantes. That's most important. Quel est le message que vous pourriez passer à la jeunesse qui aujourd'hui a du mal en fait à se déconnecter? Je les plains. Je les plains beaucoup parce que il y a le contact humain qui sont en train d'abîmer, quoi, sans se rendre compte. Et en plus, ils s'isolent. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me terrifie un petit peu de voir ça. C'est qu'en fait, ils comptent trop sur leurs appareils pour faire n'importe quelle action de la vie. Aussi bien trouver un compagnon qu'un boulot, que tout passe par... Donc ils sont perdus s'ils l'ont plus. Je n'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Si nos dirigeants l'ont pas, je l'ai pas non plus. Hein. Non. Qu'ils sachent lever les yeux puis regarder un ciel ou ou un coucher de soleil sans être obligé de prendre des photos. Du bon sens. Du bon sens et puis de l'envie de vivre. Mais vraiment vivre. Vous pensez qu'on perd cette joie de vivre à travers les réseaux sociaux? Ah oui, réellement. Bon, c'est pratique, mais une fois qu'on a dépassé le côté pratique, on devient esclave. Il faut en faire, oui, il faut que ça existe. Mais il faut que ça soit juste pour nous rendre service et pas le contraire. Après avoir écouté les réactions des deux groupes, maintenant il est important d'en tirer une leçon. Alors, voici ce que j'ai pu comprendre en fait du premier groupe, le groupe des personnes dont l'âge varie entre 10 et 30-35. Alors, ce que j'ai compris, c'est que ces derniers déjà sont hyper connectés, sont très connectés en tout cas. Deuxièmement, ils ont conscience de la réalité des effets néfastes des réseaux sociaux, notamment au niveau mental, au niveau intellectuel, donc la déconnexion ou l'instabilité que ça peut poser. Et enfin, le troisième point, c'est que ils ont plus ou moins une attitude défaitiste. Hein, et là encore, c'est beaucoup plus les plus jeunes qui ont une attitude de passivité, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas plus loin que leur capacité leur permettent. Et c'est tout à fait légitime, c'est normal. Mais on est beaucoup plus dans une sorte de défaitisme. Et voilà, on est dans une incapacité totale. Et on vit la situation telle qu'elle est. On la subit, cette hyperconnexion. Mais il existe toujours des exceptions. Vous avez très certainement écouté certains jeunes pour qui les réseaux sociaux ne sont que des accessoires en fait de la vie. Ils peuvent bien s'en passer, mais ça reste vraiment une infime partie de la jeunesse et particulièrement des adolescents. De l'autre côté, on a la catégorie des personnes âgées qui, elle, est particulièrement caractérisée premièrement par le fait d'établir de l'équilibre dans ses usages. Donc, on va dire, elle est plus ou moins modérée, en fait, dans ses usages numériques en général et des réseaux sociaux en particulier. Donc, elle arrive à se passer, en fait, de la déconnexion, plus ou moins. Le deuxième point, c'est qu'elle a une lecture plus ou moins objective et réaliste de la situation. C'est-à-dire qu'elle sait que, clairement, la liberté a un prix. Et elle est consciente qu'elle ne peut pas se laisser emporter par le système algorithmique qui dépossède l'utilisateur de sa liberté. Donc du coup, elle est consciente de ce fait et elle a une lecture objective. Elle sait qu'il y a cette réalité qui est là
Et en fait, l'usage est fait en toute conscience de la réalité algorithmique des réseaux sociaux. Et le troisième point, effectivement, c'est le sens du discernement. C'est-à-dire que les personnes âgées savent discerner ce qui est utile de ce qui n'est pas, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Donc, il y a vraiment cette différence entre ces deux grandes catégories d'utilisateurs qui abordent la question de l'hyperconnexion, chacun en fonction, pas de son âge, mais on peut dire son degré de conscience finalement, parce que c'est ça qui change un peu la donne. On a d'un côté des personnes conscientes, les jeunes sont conscients que c'est compliqué, mais qui ne vont pas plus loin que ça. De l'autre côté, on a des personnes qui sont conscientes, mais qui essaient d'agir en conséquence. Et des deux, je pense que la catégorie des personnes âgées, naturellement, elle est un peu plus sage, elle est un peu plus mature, mais je pense que les jeunes devraient plutôt s'inspirer justement de cette maturité numérique qui veut qu'il y ait de l'équilibre. Et l'éducation fait partie des choses les plus importantes. Effectivement, ce point est très important, l'éducation, parce que l'éducation, comme disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde. C'est vrai qu'on est dans aujourd'hui un système où tout est numérisé, on parle de la dématérialisation et effectivement tout ceci passe par l'éducation. On éduque à l'inclusion numérique. Donc aujourd'hui il y a des matières qui sont enseignées dans des collèges, dans des lycées et aussi dans des universités qui justement sont en lien avec le numérique, donc les usages numériques. Donc ce qui veut dire qu'il y a une éducation qui est faite là-dessus. Mais attention, il faudrait que l'éducation numérique intègre la notion de la responsabilité, mais aussi de la vigilance. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus des personnes qui montent au créneau et qui interpellent la jeunesse à la vigilance dans les usages numériques, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est exposée à beaucoup de dérives, beaucoup de situations qui ne sont pas du tout recommandables d'un point de vue de la morale, parce que le sens de la dignité humaine n'est pas pris en compte et plus ou moins violé. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle d'éducation, il faut vraiment que les différentes parties prenantes jouent leur rôle pleinement. C'est-à-dire les parents à la maison qui doivent déjà veiller à ce que les enfants ne soient pas exposés aux écrans de façon constante. Donc il faudrait vraiment de la modération. Et ça, c'est quelque chose de très louable parce que effectivement, ça permet à l'enfant de maintenir le contact avec le monde matériel, physique de l'enfant. Donc, ce qui veut dire que il faut de la modération, l'équilibre. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, il y a déséquilibre. Donc, ça, c'est un fait, c'est un point. Mais il y a un autre acteur qui doit aussi jouer son rôle. Ici, c'est l'État, notamment à travers l'éducation publique. Il faudrait que dans les cours qui sont dispensés en lien avec les usages numériques ou l'inclusion numérique, il y ait une forte sensibilisation qui vise à faire prendre conscience à la jeunesse des dangers auxquels ces derniers s'exposent lorsque ils viennent à manquer de vigilance dans leurs usages. Ça, c'est très important. Et cela doit se faire de la façon la plus pratique possible, avec des exemples, avec des cas concrets qui vont permettre à ce que ces derniers soient véritablement conscients de l'enjeu de l'évolution numérique de nos jours. Donc ça concerne l'État. Mais il y a aussi d'autres acteurs, à savoir les entreprises qui, elles, sont dans le numérique. Donc les acteurs de l'économie numérique qui ne laissent pas le profit prendre le dessus sur la santé mentale des utilisateurs. Donc ces derniers aussi doivent veiller là-dessus. En plus des entreprises, il y a les acteurs de la société civile. Donc les associations, les ONG, ou encore les particuliers qui peuvent s'engager civiquement pour militer en faveur des utilisateurs, donc des consommateurs des contenus digitaux ou numériques. Là, vraiment, il faudrait qu'un travail soit fait. Il faudrait vraiment que les utilisateurs puissent vraiment être conscients de ces réalités pour développer un discernement dans leurs usages. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu qui nous recommande l'équilibre, parce que une fausse équilibre, donc une fausse balance, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Toute chose doit être utilisée avec une forte dose d'équilibre.
Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit, nous dit la parole. Donc, ceci devrait pouvoir nous interpeller. J'ai lu un livre de l'un de mes auteurs américains préférés, Arthur C. Brooks, qui est un conservateur américain qui a écrit le livre The Conservative Heart, le cœur des conservateurs. Et dans ce livre, il parle du droit au bonheur tout en présentant certaines pratiques qui nous permettent en fait de vivre la réalité du bonheur. Et ce dernier recommande 3 pratiques qui sont très importantes. Premièrement, le fait de collecter des expériences et non des choses, c'est-à-dire aimer vivre des expériences, aimer accumuler des expériences, qu'elles soient des expériences sociales, donc d'échanges, d'interactions humaines, d'échanges culturels, des expériences sportives, des expériences de voyage, des expériences de découverte, par exemple, qui ont le fort potentiel de nous instruire, de nous éduquer, de nous donner d'avoir des connaissances en fait qui vont nous permettre de raconter des histoires aux personnes autour de nous, à nos enfants, à nos collègues, quels que soient en fait les interlocuteurs qu'on pourrait avoir. Mais c'est quelque chose de très important. Donc il faut aimer expérimenter des choses, accumuler des expériences et ne pas trop accumuler des biens matériels. Les biens matériels ne sont pas mauvais, une fois de plus, hein. Il faut vraiment des équilibres, c'est très important, mais il faut aimer plus les expériences que les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le fait d'éviter la surutilisation des choses. Ça, c'est très important. Nous pouvons avoir des biens matériels, nous pouvons avoir des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes, des télévisions connectées, des montres connectées, des bracelets connectés, des casquettes connectées, des chaussettes connectées, des chaussures connectées, des pantalons connectés, peu importe ce que vous avez, des ceintures connectées, peu importe, nous ne devons pas les surutiliser. Nous devons avoir une utilisation saine, responsable, qui n'est pas susceptible de déstabiliser notre santé mentale, notre santé morale, notre santé intellectuelle et surtout spirituelle. Donc ça, c'est très important. Il ne faudrait pas que cela constitue un frein, en tout cas à notre développement personnel. Ça, c'est très important. Et enfin, il recommande le fait de se placer au centre de la roue. C'est-à-dire que il faut vraiment éviter de subir des situations qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire qu'une situation peut se présenter, dès lors qu'elle ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête en fait. Et mettez-vous dans des conditions qui vont faire en sorte que vous ne les subissiez pas. C'est-à-dire, dès lors que vous sentez qu'en pensant trop à un problème, en pensant trop à une situation qui va au-delà de vous, ça vous rend dépressif, vous déprimez, vous êtes très amer, vous commencez à vous en prendre à tout le monde, vous commencez à injurier tout le monde, il faut sortir de cette zone-là. Il faut aller dans la zone où vous avez quand même plus ou moins le contrôle. Donc le contrôle de vos émotions, le contrôle de vos pensées. Et la parole de Dieu, bien entendu, peut vous aider à aller dans ce sens. Donc, ce sont là 3 pratiques que recommande Arthur C. Brooks dans son livre The Conservative Heart, que j'ai vraiment aimé. Je pense que ça peut vous être utile. Mais par-dessus tout, la foi en la parole de Dieu est celle que ce dernier recommande aussi. L'intimité avec le Seigneur est ce qui nous garantit un succès absolu dans cette bataille qui est perdue d'avance lorsqu'on y va sans assise spirituelle, sans le Seigneur. À la base, je suis informaticien, donc déjà, en fait, je travaille beaucoup avec l'ordinateur. Par exemple, moi, j'ai baissé le temps d'utilisation avec mon portable de 5 heures par jour, maintenant à 2 heures par jour. Et je prends le temps pour faire le sport, je prends le temps pour la lecture. Au début, c'était pas évident parce que on a besoin d'informations. Parfois, en fait, on a l'impression que, voilà, en fait, on enlève ces faux mots. En fait, vous avez peur que vous avez loupé quelque chose. Mais après, à un moment, vous réalisez que voilà, en fait, votre vie, vous avez besoin en fait que des gens, de votre famille, en fait, de la lecture, ça suffit pour moi. Mais maintenant, en fait, en moyenne, en fait, je prends 2 heures par jour. Mais il y a encore du travail à faire, hein. Mais par exemple, moi, j'ai supprimé toutes les applications sur mon portable. J'ai pas Facebook, j'ai pas TikTok, j'ai rien en fait. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais à mon bureau. Voilà. Vous, en tant qu'informaticien, vous pouvez quand même constater qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une forte influence sur la jeunesse. Aujourd'hui, elle a du mal à se déconnecter. Et une manipulation algorithmique quand même derrière. Il faut l'avouer. Comment est-ce que vous appréciez cette manipulation? Est-ce que vous pensez que c'est fait à dessein ou c'est juste un algorithme qui est placé tout simplement pour le fonctionnement de son réseau social? Non, mais après, il y a le business derrière. Il y a en fait un objectif business derrière, aussi politique parfois.
Donc en fait, ça, il y a toujours des vouloirs derrière. Mais moi, en fait, je pense qu'en fait, il faut savoir comment utiliser effectivement. Par exemple, moi, maintenant, me séparer 100% absolument des réseaux sociaux, c'est impossible. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez, en fait, par exemple, moi, je suis parent, j'ai un fils, et en fait, tous les groupes pour les parents, les informations importantes sont sur Facebook, par exemple. En fait, ça, c'est la société qui décide, c'est pas moi. Et après, en fait, c'est comment vous utilisez. En fait, ça, c'est autre chose. C'est pas après. Pour moi, c'est pas les réseaux sociaux, mais c'est vous, par exemple. Moi, j'ai des amis qui sont très bien, en fait, en utilisant Facebook. Mais ça, en fait, c'est de quoi ils ont besoin. Voilà. Après, pour les algorithmes, en fait, c'est effectivement, en fait, vous savez, c'est pas gratuit. Hein. Même Facebook, c'est pas gratuit, en fait. Dans le monde tech, on a une phrase, c'est que si le produit est gratuit, donc c'est vous qui êtes produit. Quel genre de pratique vous pouvez recommander à la jeunesse aujourd'hui qui est quand même... Je pense qu'il faut d'abord partir de... En fait, c'est la famille qui est très importante. Parce qu'en fait, c'est pas l'école. Déjà, en fait, par exemple, moi, j'ai un fils maintenant. Mon fils, il a 2 ans. Alors, autour de moi, en fait, j'ai des amis qui ont aussi leurs enfants. Et le problème, c'est qu'en fait, ils font occuper leur enfant par une tablette ou par un portable, parce qu'eux, ils sont occupés aussi par autre chose. Donc ça, c'est plutôt une question de psychologie au niveau psychologie. Et en fait, maintenant, en fait, avec la technologie, en fait, pour moi, en fait, j'ai eu ce problème aussi, c'est qu'en fait, on déconnecte tellement avec la nature, tout ça, en fait, la vie autour. On pense qu'en fait, moi, ok, on va sur Internet. On a tout, mais c'est pas ça. En fait, on manque le contact humain. En fait, parfois, j'ai l'impression que voilà, en fait, on reste derrière un écran et on pense qu'en fait, on connecte avec le monde. Mais c'est pas vrai. Donc, pour moi, c'est d'abord, il faut partir de la fondation. C'est la famille, en fait. C'est l'habitude. En fait, pour moi, c'est que l'habitude. Aussi, en fait, quand je travaille en fait dans un groupe international, j'ai des gens qui viennent du Canada. On m'a dit que voilà, là-bas, en fait, le salaire, il est énorme. Il est plus élevé en France. Hein. En France, c'est rien. Vous voyez, en fait, 50, 60. Mais là-bas, en fait, c'est 100, 200 000 euros. Mais après, vous travaillez un an, c'est pour rester à l'hôpital pendant 1 mois, 2 mois. Donc, en fait, il faut espérer que vous tombez jamais en malade. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la politique qui décide. Hein. En fait, c'est quel système social en fait vous voulez. Donc voilà. Donc en définitive, vous convenez avec moi qu'il y a un impact émotionnel, intellectuel, mental et peut-être même au-delà en fait. Ouais, je suis d'accord parce que moi, je suis aussi victime. En fait, l'année dernière, j'ai eu en fait une dépression. C'est aussi à cause en fait des réseaux sociaux. Hein. Par exemple, vous allez sur LinkedIn en fait, c'est aussi un réseau social pour les pros, mais tout le monde en fait se montre voilà en fait je suis beau, en fait j'ai un business qui décolle bien, voilà en fait et ça crée en fait la jalousie. Après on dit que ouais la jalousie c'est votre problème, mais ça c'est la nature, ça c'est l'être humain, c'est la nature. Donc en fait, il ne faut pas, en fait, comme vous disiez, en fait, il ne faut pas en fait profiter au détriment des autres. Voilà, en fait, donc je suis très très d'accord sur ce point. Sur TikTok ou sur Facebook, en fait, à la base, en fait, ils ont une équipe pour étudier en fait l'émotion et c'est comment en fait pour vous rendre en fait accro à TikTok. Par exemple. Avant, vous voyez, en fait, YouTube, vous avez des vidéos longues. Mais en fait, après, on a constaté qu'en fait, le cerveau humain, on ne peut pas en fait se concentrer sur des vidéos en fait 20 minutes ou 30 minutes. Parfois, en fait, vous-même, en fait, vous skippez en fait le timestamp. Et après TikTok, en fait, ils ont sorti un truc que voilà, une vidéo dure 10 secondes. Bah, forcément, en 10 secondes, en fait, vous avez dopamine qui sort. Voilà, en fait, vous regardez une vidéo de 10 secondes et après, vous sautez à autre chose. Donc, en fait, c'est une chaîne de dopamine. C'est pas comme une vidéo de 30 minutes, le mec qui blablabla. Mais à la fin, en fait, ils sortent que le principal à la fin. Alors que là, en fait, 10 secondes, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la dopamine, en fait, qui sort.
Et moi, en fait, j'ai même en fait essayé ça. Et je trouve en fait, non, ça c'est pas bien parce que je sais qu'en fait, ça va m'impacter. Et moi, j'ai des amis qui ont mon âge. Quand ils viennent chez moi, ils ont tout le temps sur TikTok avec une pouce pour, vous voyez, pour changer la page, en fait, tourner vers autre vidéo. Voilà, en fait, même en fait, si vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple Reddit, c'est un forum international qui est très très connu. Il y a des gens qui dépensent même en fait 10 heures par jour sur ça. Hein. Voilà. Donc il y a une équipe derrière. TikTok, c'est pas un produit que vous faites pour le hobby. C'est pas un truc pour vous faites comme un projet à côté. Mais ça, c'est vraiment bien étudié. En fait, derrière, il y a une équipe, je pense que c'est scientifique. Hein. Voilà. Waouh! Assez impressionnant. C'est assez interpellant. Parce qu'on se dit que souvent, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui ne touche que l'émotion. Mais lorsqu'on écoute un tel discours, nous pouvons comprendre par là que rien n'est à prendre à la légère. Surtout pour les personnes qui sont censées être spirituelles, c'est-à-dire les chrétiens qui doivent avoir un sens de discernement bien aiguisé et surtout prêts à s'exercer face à ce genre de situation. Comment expliquer que nous tous, nous arrivons à constater quelque chose qui a de l'emprise sur nous, qui a un pouvoir destructeur sur nos émotions, sur notre mental, sur notre intellect, mais aussi sur notre esprit, et demeurer dans un défaitisme, dans une incapacité totale à réagir et à apporter ou à trouver des solutions. Comment se fait-il en fait que même lorsqu'on essaie de trouver des solutions, des alternatives, eh bien, on demeure toujours attentionné à la connexion et donc conscient du fait que il y a comme un aimant, d'accord, quelque chose qui nous attire vers les réseaux sociaux, vers la connexion et donc du coup, qui nous amène à toujours céder à la tentation une fois qu'elle se présente, une fois qu'elle frappe aux portes de nos yeux, de nos oreilles, de nos cœurs. Parce qu'effectivement, ce sont là les différents points d'accès aux influences que répandent j'ai envie de dire, venin des algorithmes des réseaux sociaux. Nous l'avons compris tout à l'heure avec l'intervention de cet informaticien qui nous dit clairement qu'il y a des scientifiques, des ingénieurs, on va dire, qui savent exactement comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les émotions de l'être humain. Et ces derniers s'appuient justement sur l'hormone de la dopamine qui, elle, effectivement, permet à ces derniers d'obtenir finalement les faveurs de notre vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose qui devrait pouvoir nous interpeller, nous donner de comprendre que nous ne sommes pas dans un monde où tout est à prendre comme les choses se présentent. Non. Il y a des personnes d'un côté qui réfléchissent, qui conçoivent des systèmes de fonctionnement à travers des réseaux sociaux, donc des applications, des sites web et tout type d'inventions technologiques et donc numériques qui sont destinées à faire du profit et donc à créer des opportunités de développement économique pour ces entreprises-là. Donc du coup, rien n'est fait de façon innocente. Donc de ce côté-là, vous avez vraiment ces penseurs, ces concepteurs, ces scientifiques, ces ingénieurs qui savent qu'ils doivent exploiter la vulnérabilité humaine pour se faire du profit parce que c'est du business, c'est de l'économie numérique. Et donc de l'autre côté, vous avez des utilisateurs qui sont tout simplement aveuglés, du moins qui sont exposés à un système d'aveuglement, un système d'anesthésie intellectuelle et spirituelle qui, lui, est bien sûr basé sur la manipulation émotionnelle.
Donc tout ça devrait pouvoir nous interpeller. Rien n'est fait de façon innocente. Et tout ceci, bien entendu, lorsque l'on prend un peu de recul et que l'on analyse cette situation de façon spirituelle, l'on s'aperçoit que c'est la cupidité qui motive de telles actions, de telles initiatives. La cupidité est l'amour de l'argent. Et derrière la cupidité se trouve le dieu de l'amour de l'argent qui est Mammon, le dieu de l'argent. Donc, lorsqu'on est cupide, l'on est prêt à tout, même si cela va à l'encontre de la dignité humaine, du bon sens, de l'honnêteté, de la justice, du bon sens tout simplement. Nous devons ouvrir les yeux et commencer à nous engager dans un processus de déconnexion. Et cela passe par un certain nombre d'activités telles que recommandées par les différents utilisateurs que nous avons eus dans le micro-trottoir qui a été fait. Mais nous devons aussi considérer la variable spirituelle qui, elle, influe de façon considérable sur nos actions intellectuelles mais aussi physiques. Donc ça, c'est très important. Et pour les personnes qui sont chrétiennes, effectivement, l'appel ici consiste à revenir au Seigneur, à se dire que spirituellement, nous avons besoin d'avoir un discernement bien aiguisé qui va nous permettre d'analyser les situations qui se présentent selon la parole de Dieu, à la lumière, d'accord, de la compréhension que le Saint-Esprit nous communique. Ça, c'est très important parce que derrière, il y a des personnes qui périssent, il y a des personnes qui viennent à déprimer. Et vous vous souvenez, nous avons écouté le témoignage de l'informaticien qui, lui, comme moi d'ailleurs, est acteur du numérique. Nous sommes connectés régulièrement parce que notre situation professionnelle nous y oblige. Mais écoutez, ça ne veut pas pour autant dire que nous, qui avons ces connaissances, nous sommes moins exposés que vous, certainement, qui n'êtes pas du domaine. Mais écoutez, nous sommes tous exposés aujourd'hui. Du moment où nous disposons tous de smartphones, de tablettes, de téléphones, d'ordinateurs fixes, d'ordinateurs portables, de télévision, mais aussi de montres connectées, de bracelets connectés. Vous voyez un peu à quel niveau l'hyperconnexion peut s'installer très subtilement dans nos vies, sous couvert de... il faut moderniser, il faut être connecté, il faut acquérir des choses qui vont nous faciliter la vie parce que c'est ça la technologie, la philosophie, la doctrine de la technologie, de l'évolution technologique, de l'intelligence artificielle qui est en train de gagner du terrain petit à petit et qui est en train de changer nos comportements et nos habitudes de consommation. Tout ça devrait pouvoir nous interpeller.